À suivre sur BFM TV, notre long reportage Carlos Ghosn de la gloire à la fuite. Comment de tout puissant il s'est retrouvé en prison, s'est-il piégé lui-même? Il accuse les Japonais de complot. Nicolas de la Barrère, Quentin Bollier, Alexandre Funal, Estelle Cazeris. Difficile de trouver plus prestigieux écrin. Le château de Versailles et ses symboles de pouvoir absolu. Pour célébrer officiellement les 15 ans de l'alliance entre les constructeurs Renault et Nissan. L'empire automobile sur lequel le soleil ne se couche jamais. En ce 9 mars 2014, le patron des deux groupes rayonne. On peut voir Carlos Ghosn en majesté sur ces images. Elles ont été tournées par Yann Buisson, chargé du film Souvenir. Il a assisté à toute la cérémonie. Les voitures ont remonté la place d'Armes, donc c'est la grande place devant Versailles, jusqu'aux grilles du château. Là, ils descendaient, ils étaient accompagnés jusqu'à des gardes en costume et hallebarde qui accueillaient, ça faisait la haie d'honneur. Carlos Ghosn était en haut des marches et accueillait tous ses invités chaleureusement avec son épouse, ou sa future épouse pour le coup. Le dîner de gala est servi dans la galerie des batailles, visité chaque jour par des milliers de curieux. 120 mètres de long, 13 de large et des tableaux commémorant les grandes victoires militaires françaises. Les invités s'installent autour de la table, ils sont environ 130. Il y avait une cohorte de serveurs qui déclochaient les plats et qui servaient à chaque personne unitairement. Voilà. Et donc synchro, des animations de danse toujours correspondant à l'époque, des costumes aussi d'époque. Au fourneau, le chef multi-étoilé Alain Ducasse. Du très haut de gamme, sous le signe du luxe à la française. Cette soirée du 9 mars 2014 célèbre-t-elle seulement une incroyable aventure industrielle? Ou est-elle le symptôme d'une folie des grandeurs qui aurait touché l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan? 5 ans et demi plus tard, le roi de l'automobile a en tout cas perdu sa couronne. De la galerie des glaces au couloir de la prison de Kosuge à Tokyo, jusqu'à sa grande évasion du Japon, enquête sur la chute du samouraï de l'automobile. « 19 novembre 2018, en fin d'après-midi, à l'aéroport de Tokyo Haneda. L'avion de Carlos Ghosn atterrit en provenance de Beyrouth. C'est un Gulfstream 650, le jet privé le plus luxueux et performant du monde. Immatriculé au nom de l'entreprise N155AN, lisez Nissan. À peine posé, Carlos Ghosn est arrêté par les services du procureur. Il lui reproche alors d'avoir dissimulé une partie de sa rémunération, 37,7 millions d'euros, entre 2011 et 2015. Les médias sont mis au courant, des caméras filment les enquêteurs montant dans l'avion d'un des plus grands patrons au monde. Les stores se ferment sur le dernier signe de puissance de Carlos Ghosn. En quelques instants, l'icône du capitalisme triomphant passe de la gloire à l'infamie. Et la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Patrick Pellata fut le bras droit de Carlos Ghosn pendant plus de 10 ans. Licencié après la vraie fausse affaire d'espionnage qui a touché Renault en 2011, puis revenu comme consultant auprès du super PDG, il apprend la nouvelle avec sidération. Il avait une image exceptionnelle au Japon et c'est pour ça que plus dure a été la chute et plus dure devait être la césure, la coupure entre son image à lui et l'image de Nissan. Le soir même, le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, convoque la presse. Au même instant, Carlos Ghosn s'apprête à passer sa première nuit en prison.
Il est interrogé sans relâche. Il a été arrêté, il n'avait pas la possibilité d'avoir recours à un avocat durant ces heures et ces heures quotidiennes d'interrogatoire. Il était obligé de demeurer dans une cellule, la lumière allumée de jour comme de nuit. L'obligation de s'allonger à partir de 9 h du soir, la tête découverte sur le dos, pour pouvoir être sous l'observation constante d'un gardien. Au total, il va passer en plusieurs fois 131 jours en prison. Une procédure qui n'est pas inhabituelle au Japon et destinée à faire avouer les suspects. Le journaliste Philippe Ries a longtemps dirigé le bureau de l'agence France-Presse à Tokyo. Les procureurs, ce ne sont pas des Sherlock Holmes ou des Hercule Poirot. Ils ne fonctionnent et ils ne gagnent des cas que sur la base des aveux. Donc pour le bureau du procureur de Tokyo, c'est devenu, je dirais, quasiment une question de vie ou de mort. Donc il faut qu'ils aient une condamnation. Tous les Japonais qui sont passés par là disent que c'est une épreuve quand même extrêmement dure. Les autorités japonaises, conscientes que le traitement réservé à Carlos Ghosn a pu surprendre à l'étranger, ont répondu en proposant une visite guidée de la prison où avait été enfermé l'ancien PDG. Mettant en avant la propreté, le calme, la sérénité presque. Les autorités japonaises se sont bien gardées de tout montrer de cette prison. Vous savez, c'est une prison où l'on exécute. On pend à l'étage où était Carlos Ghosn. Et les familles des suppliciés doivent payer la corde pour récupérer les corps. C'est ça aussi le Japon. Carlos Ghosn est ensuite placé en liberté surveillée. Privé de passeport, il doit demander l'autorisation au juge pour quitter Tokyo plus de 2 jours. Doit déclarer les amis qu'il rencontre. Et n'a accès à Internet que depuis les bureaux de ses avocats. Surtout, il n'a plus le droit de voir sa femme, Carole, depuis le début du mois d'avril. Ses proches s'indignent de ce traitement qu'ils jugent abusif et exceptionnel. Sa famille en appelle à l'ONU et au président Macron. Et sur BFM TV, c'est le réalisateur légendaire Francis Ford Coppola, ami personnel, qui prend la parole pour le défendre. Je lui parle de temps en temps, très brièvement, sur une ligne non sécurisée. Je lui ai partagé mes préoccupations quant à ses conditions de vie. Et je sais à quel point il aimerait parler à sa femme. Il m'a dit que c'était très difficile à vivre. Et je lui ai dit que si je pouvais l'aider, je serais heureux de le faire. Des soutiens inattendus pour un patron hors du commun. Le redresseur de Renault, puis sauveur quasi miraculeux de Nissan, a d'abord été vu au Japon comme un sévère coupeur de coups, un cost killer. Mais il est vite devenu une sorte de héros populaire, célébré dans les médias. Avec ce surnom, 7-Eleven comme son rythme de travail, de 7 h du matin à 11 h du soir. Un patron aussi célèbre qu'une star de foot internationale. Il n'hésite pas à évoquer sa vie familiale, comme ici à la télévision japonaise. For me in my personal life, my family take the top priority. When I have this time, I try to make it as interesting as possible. When we are in a family, we are in family and everybody has to be completely available. Ou encore dans la presse People, photo à l'appui. Il y a quand même un article en 2000 de Carlos Ghosn dans Paris Match où vous voyez Carlos Ghosn avec ses enfants autour de la table du petit déjeuner dans son duplex. C'est des photos qu'on voit avec des politiques, qu'on voit jamais avec des grands patrons. On a eu aussi la fille de Carlos Ghosn dans Paris Match présentant sa robe pour le bal des débutantes. Ils se rendaient plus vraiment compte de ce qui pouvait choquer, pas choquer, le corps social, l'entreprise notamment. Ces reportages louangeurs et le caractère unique de sa double casquette sont-ils montés à la tête de Carlos Ghosn. Assuré de siéger au panthéon du capitalisme mondial, il était vu comme un patron d'exception. Même Barack Obama, au plus fort de la crise de 2008, le sollicite en vain pour sauver General Motors.
C'était la seule personne au monde à diriger 2 entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus grosses que l'alliance Renault-Nissan, mais c'est une entreprise. Là, c'est 2 entreprises. On répétait tout le temps que personne ne pouvait faire le job de Carlos Ghosn. C'était quelque chose qui, je pense, finit par vous forger le sentiment que vous êtes unique, que vous êtes puissant, que le fonctionnement de l'entreprise ne peut pas se faire sans vous. En enquêtant, la justice japonaise dit avoir découvert que Carlos Ghosn consacrait beaucoup d'énergie à son enrichissement personnel, avec l'argent de Nissan. Ces dernières années, il menait en tout cas le train de vie d'un grand de ce monde. Loin de l'ingénieur frais promu de Polytechnique, directeur de l'usine Michelin du Puy-en-Velay. S'il dormait 110 nuits par an dans son fameux avion, il disposait aussi d'au moins 5 logements payés par son entreprise. Un appartement à Amsterdam, dont le loyer de 8 500 € mensuel est réglé par Nissan depuis 2017. À Paris, un duplex de 489 mètres carrés près du Trocadéro, acheté 3,5 millions d'euros par Nissan, alors qu'il possède un vaste domaine dans les Yvelines. À Tokyo, un luxueux penthouse mis à disposition par Nissan. Et puis il y a cette grande maison de Beyrouth, achetée 8,5 millions d'euros par une filiale discrète de Renault-Nissan, qui a aussi acquis pour lui un bel appartement à Rio de Janeiro, au Brésil, pays de son enfance. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une entreprise qui achète plusieurs logements de fonction pour son patron, dans plusieurs pays différents. Rien de choquant pourtant dans l'achat de ces résidences luxueuses, assure son avocat. Il y aurait même des raisons de sécurité. On a dit qu'il s'est fait offrir des maisons somptueuses partout à travers le monde. Ces domiciles appartiennent et ont toujours appartenu à Nissan. Aurait-il été à l'hôtel que ça aurait coûté plus cher ? Qu'il aurait fallu inventer un système de sécurité. Lorsque des hommes politiques importants ou des grands chefs d'entreprise viennent dans un hôtel, la plupart du temps, on neutralise un étage, on met des services de sécurité. Tout cela coûte une fortune. Autre interrogation, Carlos Ghosn n'utilisait-il le jet de Nissan que pour des raisons professionnelles ? Ses allers-retours au Liban, le pays de sa famille, étaient en tout cas très fréquents. Lors des 7 dernières semaines qui ont précédé l'arrestation de Carlos Ghosn, on sait que le jet de Carlos Ghosn a décollé à 8 reprises de Beyrouth. Donc ça veut dire qu'il y a passé beaucoup de temps. Les activités de Renault-Nissan au Liban justifient-elles autant d'allers-retours du PDG ? Nous avons posé la question à Patrick Pellata, l'ancien directeur général de Renault. Il n'y a aucune raison pour l'entreprise que Carlos Ghosn soit au Liban, c'est ses affaires personnelles. Donc il gagnait pas mal d'argent, il pouvait se payer lui-même une maison à Beyrouth et des trajets là-bas. Au Liban, Carlos Ghosn avait développé des affaires plus personnelles, comme cet investissement dans ce domaine viticole, Iksir, au cœur de la plaine de la Bekaa. 400 000 bouteilles par an. Des appartements à sa disposition tout autour du monde, un jet privé pour le transporter, lui et sa famille, tout ça aux frais de l'entreprise. C'est comme s'il vivait sur la bête, en quelque sorte. C'est ça qui est très curieux, c'est qu'il avait d'énormes rémunérations officielles, mais il voulait quand même vivre sur la bête. La veille de sa chute, il touchait officiellement 15 millions d'euros par an. Une rémunération quasiment équivalente à celle de Kylian Mbappé au PSG. Des émoluments multipliés par 6 en 10 ans. Fabien Gage travaille chez Renault depuis plus de 30 ans. D'abord électricien à l'usine du Mans, puis délégué CGT. Comment peut-on annoncer des milliers de suppressions d'emplois en vue d'une dégradation du contexte économique ? Il a vu Carlos Ghosn demander toujours plus, comme en 2015 par exemple. Les salaires des employés sont gelés, mais Ghosn exige 169% d'augmentation. Beaucoup s'interrogeaient sur l'obsession sans fin de percevoir des rémunérations qui étaient pour le moins indécentes. Dans ce genre de situation, ce sont des gens qui ne s'arrêtent jamais,
qui n'en ont jamais assez, et qui du coup, comme ils considèrent qu'ils ont le pouvoir absolu et que tout le monde doit obéir à doigt et à l'œil, considèrent qu'ils sont y compris en dehors des règles. Rebelote en 2016. Chers actionnaires, bienvenue à l'Assemblée Générale du groupe Renault. Assemblée Générale des actionnaires, Carlos Ghosn vante les bons résultats du groupe et soumet au vote une nouvelle augmentation de sa rémunération. Merci madame. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle, panneau 7. Monsieur le Président. Mais un homme va faire dérailler le processus. Un petit actionnaire dénonce l'opacité du système Ghosn. Pendant 15 ans, vous avez caché votre rémunération au Japon et pendant des années, il a fallu, vous l'avez donné en yens, puis vous ne la donnez pas. C'est inacceptable, ce manque à la vérité, ce manque à l'exemplarité est inacceptable. Vous avez d'immenses qualités, mais celle-là, vous ne l'avez pas. Président, je regrette. Bon. Pierre Leroy va convaincre la salle. Et les actionnaires vont voter contre l'augmentation du PDG. C'était un peu juste, hein, donc il ne savait pas très bien si ça allait passer ou pas, et ça n'est pas passé. Vote pour 45,88%. Nous prenons acte de l'avis qui vient d'être exprimé par les actionnaires. Pas de majorité, c'est un camouflet. Mais Carlos Ghosn ne renonce pas. Et là, à ce moment-là, il s'est tourné vers son conseil d'administration en disant j'ai ce vote consultatif négatif, qu'est-ce qu'on fait? Et les administrateurs, mais monsieur le Président, on va outre, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a aucune obligation, vous êtes tout à fait normal dans votre rémunération, vous n'êtes pas du tout, il n'y a pas de problème, etc. Car le PDG assume. Quelques semaines plus tard, se tient un débat sur l'économie, animé par Ruth Elkrieff. La transparence des rémunérations. Elle interroge Carlos Ghosn sur son salaire qui fait régulièrement la une. L'histoire de la polémique sur la rémunération, elle vous a paru lourde? La salle est acquise au super patron. Elle vous a paru typiquement française ou au contraire, en fait, il y a toutes ces polémiques sur la rémunération, elles traversent la globalisation, elles sont également... Évoquer le sujet est presque un crime de lèse-majesté. Aussi au cœur d'un certain nombre de discussions aux États-Unis sur les grandes entreprises, dans les mêmes entreprises, dans les mêmes niveaux. Aux États-Unis, il n'y aurait même pas débat. Hein. Quand vous comparez la moyenne des patrons américains par rapport aux patrons français, il n'y aurait même pas débat. Ils ne posent même pas quel genre de problème il y a. Bon, par contre, vous avez... Pour lui, il est une chance pour Renault. Il est une chance pour la France. Il est le meilleur. Il est celui qui a redressé Nissan, celui qui a fait la fusion Renault-Nissan, et qui reste quand même en France alors qu'il est sollicité dans le monde entier. Donc il n'y a pas de discussion. En réalité, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Cette année-là, Carlos Ghosn est le deuxième patron le mieux payé du monde automobile, derrière le patron de Ford et devant celui de Volkswagen. Mais en 2018, pour gagner encore plus, il aurait, selon une enquête interne de Nissan et Mitsubishi, utilisé un tour de passe-passe. Il se fait embaucher aux Pays-Bas comme salarié dans une filiale commune des deux entreprises, sans que les autres directeurs n'en soient informés. Dans un truc où il a été écrit qu'il n'y aurait pas de salariés, se faire embaucher comme salarié, avoir une prime d'embauche de 1,5 million d'euros, je crois, puis ensuite un salaire de 5 ou 6 millions d'euros, et ensuite une avance sur 2019 parce que le taux d'imposition, je ne sais quoi exactement, changeait. C'est juste hallucinant et franchement écœurant, profondément écœurant. Les défenseurs de Carlos Ghosn démentent toute illégalité. Le PDG se croyait-il tout permis? L'ancien ministre Michel Sapin, qui s'est opposé aux augmentations de rémunération de Ghosn, se souvient lui aussi d'une personnalité complexe, pleine d'assurance. Il ne parlait pas au ministre, c'était trop petit pour lui. Il ne s'adressait qu'aux plus grands. Et donc il y avait quelque chose d'assez méprisant dans la personnalité qui l'empêchait en quelque sorte de discuter avec des gens qu'il ne considérait pas comme de son niveau. Il y a une personnalité qui peut-être au fur et à mesure de sa réussite est devenue hautaine, suffisante, lointaine. Carlos Ghosn avait-il perdu le sens des réalités? Se sentait-il à ce point invulnérable pour flirter de plus en plus avec la ligne rouge? L'épisode de la fête de Versailles payé par Nissan en est peut-être l'illustration. Comme souvent, tout commence avec un carton d'invitation.
pour, officiellement, célébrer les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. C'est quand même un carton officiel. On voit bien Monsieur Carlos Ghosn, Chairman and Chief Executive Officer, donc président, vous invite cordialement à assister à un dîner en l'honneur de nos partenaires qui ont soutenu l'alliance Renault-Nissan. Donc Renault-Nissan étant petit, Carlos Ghosn étant gros. La confirmation de votre présence, vous contactez l'assistante personnelle de Carlos Ghosn et non pas le service communication. Il est bien écrit à la fin, je compte sur votre totale discrétion sur cet événement. On a l'impression quand même d'un carton destiné à une invitation, une soirée tout à fait privée, pas une soirée professionnelle. La fête a lieu, hasard ou pas, un 9 mars, la date anniversaire de Carlos Ghosn. Il a ce jour-là 60 ans. Parmi les 130 convives, quelques célébrités, comme François Cluzet ou Cherie Blair, la femme de l'ancien Premier ministre britannique. Mais il y aurait très peu de participants liés directement à l'alliance Renault-Nissan. C'est ce qu'a constaté Clément Lacombe, qui s'est procuré la liste des invités. Ce qui est assez drôle, c'est que les personnes principales de l'alliance Renault-Nissan, qu'on fait l'alliance Renault-Nissan depuis 15 ans, elles sont absolument pas là. Il n'y avait pas de membre du conseil d'administration, il n'y avait pas d'anciens cadres de Nissan qui étaient présents, et même chose chez Renault d'ailleurs. Selon nos informations, un seul salarié de Nissan est présent ce soir-là. Et 2 de Renault, qu'on peut d'ailleurs apercevoir sur la vidéo. Claude Hugo, directeur des relations publiques, et Frédéric Legrévès, chef de cabinet de Carlos Ghosn. Par contre, vous avez des amis personnels de Carlos Ghosn, vous avez les 4 enfants de Carlos Ghosn, vous avez les 3 enfants de la deuxième épouse de Carlos Ghosn, vous avez les beaux-parents de Carlos Ghosn. Et quelques jours après la fête, les convives ont reçu par email cet album souvenir, avec les photos des meilleurs moments de la soirée. Ensuite, vous avez des photos de Carlos Ghosn avec ses invités. Donc là, par exemple, vous avez le père qui dirigeait le collège où Carlos Ghosn a étudié au Liban. Là, vous avez son associé dans les projets immobiliers au Liban. L'album, il fait 28 pages et on voit Carlos Ghosn 72 fois. Je pense que si on donne l'album à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit, la personne comprend que c'est une soirée en l'honneur de Carlos Ghosn. Coût des festivités, 636 000 €. Intégralement pris en charge par Renault-Nissan BV, filiale néerlandaise commune des deux groupes. Carlos Ghosn aurait-il alors commis un abus de bien social en finançant un événement privé, son anniversaire, grâce à l'argent de Renault et Nissan? C'est pour le moins contraire à l'éthique de l'entreprise, estime Patrick Pellata. Son ancien bras droit pendant plus de 10 ans, qu'il a accompagné au Japon pour le redressement de Nissan, n'était pas convié aux agapes. L'anniversaire des 15 ans de l'Alliance, manifestement, ça n'a été qu'un prétexte. Il ne s'est pas parlé de l'Alliance pendant ce jour-là, par les témoins qui m'en ont parlé. C'est honteux. C'est franchement, faire payer 600 000 € par son entreprise pour son propre anniversaire, c'est hallucinant. Mais par la voix de son avocat, Carlos Ghosn dément pour sa part tout mélange des genres. Le dîner d'anniversaire aurait en réalité eu lieu le lendemain, en petit comité, dans un restaurant parisien. Le 9 mars, c'est la date anniversaire de Carlos Ghosn. Alors évidemment, on a beau jeu de dire, c'est le jour de votre anniversaire, donc vous fêtez votre anniversaire et vous prétendez que c'est pour le 15e anniversaire de l'alliance Renault-Nissan. Qu'est-ce que c'est que cette vision étriquée qui consiste à penser que sous prétexte qu'un dîner est fait le jour anniversaire d'un grand chef d'entreprise, c'est son dîner d'anniversaire? C'est pas sérieux. C'est lors d'une enquête interne que Nissan a découvert l'existence de cette soirée. Depuis le printemps 2018, pendant près de 6 mois, la justice japonaise a été informée de l'intérieur de ce qui se passait chez Nissan. Tout aurait commencé avec la découverte d'irrégularités lors d'un audit. Un petit auditeur a découvert des choses qui lui ont semblé curieuses, bizarres. Il y a eu une accumulation de faits étranges sur la rémunération notamment de Carlos Ghosn. Il s'en est ouvert à un autre auditeur qui serait allé voir
Ce fameux Harinada, qui est un des puissants personnages de Nissan, qui a été longtemps très proche de Carlos Ghosn. Harinada, alors vice-président de Nissan, est-il un simple lanceur d'alerte qui a prévenu la justice? Ou une taupe au service des intérêts japonais? Les défenseurs de Carlos Ghosn n'ont pas de mots assez durs pour le qualifier. Ah, c'est beaucoup plus qu'une taupe. Je crois qu'il y a une vraie trahison, comme on n'en lit que dans les romans, qui a été orchestrée avec vraiment une finalité qui était d'émanciper Nissan de la tutelle française. Car au fil des années, le déséquilibre dans la gouvernance de l'Alliance, au détriment de Nissan, frustrait les Japonais. Se débarrasser de Ghosn aurait aussi été un moyen d'éviter une fusion dont Tokyo ne voulait pas entendre parler. C'est sans doute une source de conflit avec la mentalité japonaise. D'où la mise en place de cette opération avec l'incarcération de M. Ghosn pour qu'il ne participe plus au conseil d'administration et ne puisse plus exercer ses fonctions de président-directeur général. Il fallait abattre le dirigeant commun de Renault et Nissan qui plaçait en quelque sorte, de facto, Nissan sous la coupe de Renault. Dernier rebondissement, lundi dernier, Carlos Ghosn a fui le Japon et rejoint le Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, a-t-il déclaré. Carlos Ghosn devait être jugé dans les mois à venir. Il risquait jusqu'à 15 ans de prison.